In this episode of Sillon et Vision, we'll explore the remarkable journey of Valerie Kwame Inda, a leader who successfully turned every stage of his career into a stepping stone toward entrepreneurship. As a graduate in agronomy, Valerie entered the workplace at a very young age, quickly taking on management responsibilities in production villages within the agro-industrial sector. These early challenges helped shape his leadership skills and his ability to manage teams in the field. Over the years, his entrepreneurial mindset and curiosity led him to seize opportunities as they arose. Gradually, he transitioned into full-time entrepreneurship. He now runs a hotel and a consulting firm which specializes in rubber plantations development, supporting various high-impact agricultural projects. His story embodies the spirit of ENPHB alumni, combining excellence, boldness, and a commitment to Africa's development. Mesdames et messieurs, très heureux de vous accueillir dans le podcast Made in ENPHB Alumni, Sillon et Vision, là où les parcours d'hier tracent les routes de demain. Bienvenue dans cette session rentrée scolaire, donc c'est Back to School, et on retourne à l'école avec un invité spécial. Et cet invité est là pour vous donner le maximum d'inspiration pour que chacun de nous puisse s'illuminer pour accomplir un peu plus. Retour de classe pour le podcast INPHB Alumni. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui est d'une inspiration mais phénoménale. Un parcours atypique. Et c'est justement ce qu'on recherche. La richesse des différents parcours. Regardez ce que nos dévanciers ont accompli jusque-là. S'en inspirer pour pouvoir accomplir plus. L'esprit d'excellence de INPHB qui perdure dans le parcours de chacun des alumni. Et aujourd'hui, je reçois mon vice-président. Oui? Oui. N'est-ce pas? C'est cela. Alors, aujourd'hui, mon invité, c'est Kwame Inda Valerie, vice-président du réseau INPHB Alumni. Je commence par ça, parce que là-bas, il y a le poste, il y a quand même le mot président. Bon, déjà que quand je te vois, je commence à être sidéré avec cette manière de faire et de parler. Si tu parles de président, j'espère que ça ne va pas m'affaiblir pour la suite. J'accepte. Non, du tout. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, on te reçoit, pas dans le cadre associatif uniquement, Okay. mais aussi parce qu'on a estimé que tu avais ce parcours-là d'inspiration à partager aux plus jeunes et à tout le monde d'ailleurs, Okay. nous en premier lieu. Et donc, on va, dans les minutes qui vont suivre, refaire un peu le parcours qui t'a emmené à cette étape. Parce qu'aujourd'hui, je te présenterai comme entrepreneur, homme d'affaires, Okay. Qui a posé ses valises depuis plusieurs années à Dabou et qui est devenu en fait notre chef terrier, comme la présidente va le dire. C'est cela. Bon, pour commencer déjà, aujourd'hui, c'est plusieurs investissements, plusieurs entreprises. Donc, on a les résidences Nda, Oui. on a le cabinet de formation et de prestation de services dans l'agro, C'est cela. on a des investissements également dans l'agro. Oui. Et qu'est-ce que je n'ai pas cité? Bon, je pense que c'est suffisant. Maintenant, peut-être que chacune de ces entreprises a des ramifications ailleurs, mais je pense que principalement, on peut parler de ces trois choses-là. D'accord, ok. Mais avant Dabou, comment toute l'histoire commence? Où est-ce que tu grandis et comment est-ce que tu évolues sur le plan purement scolaire jusqu'au bac, par exemple? Ok, déjà, merci Adama. C'est tout un plaisir de t'avoir de visu quand il s'agit de parler de cette émission-là. J'ai été impressionné déjà par ce qui a déjà été fait et j'espère qu'on fera aussi une belle émission. C'est sûr. Kwame Inda Valerie, né à Boaké. Ok. Né à Boaké d'un père qui travaillait dans l'agriculture. Donc tu vois que c'est pas par hasard que je vais me retrouver dans l'agriculture. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, pour emprunter un terme agricole. Absolument. Et donc déjà, pendant que papa était en fonction, je nais à Boaké et ce n'était pas chose aisée parce que anciennement, dans ce milieu-là, ça bougeait beaucoup. Et pour la petite histoire, je commence mon jardin d'enfants à Ferké, mais je termine à Mans. Et c'est là-bas que je commence le CP1. Vous voyez déjà l'écart. Ok, déjà pour nos auditeurs plus jeunes, quand on parle de jardin d'enfants, c'est la maternelle. La maternelle, voilà. Je vais essayer d'être un peu plus actuel. Donc la maternelle à Ferké,
Et je termine à Mans, et c'est là-bas que je commence avec l'école primaire. Ok. Donc, Mans, je crois que ça devait être autour des années 79. Et figure-toi que je viens faire le CP2 à Boaké, D'accord. le CE1 à Divo, et je reviens faire le CE2, le CM1 à Boaké pour terminer le CM2 à Brobo. Et tout cela parce que papa, dans son milieu agricole, a eu différentes affectations. Donc, c'est littéralement une vie de nomade. C'est cela. Et je pense que c'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et pendant qu'il est à Brobo, c'est là que je passe l'entrée en 6e. Et j'ai réussi à l'entrée en 6e. On va m'affecter au collège catholique Saint-Viateur de Boaké. Ok. Et là, papa dit, ben, moi, je vais bouger, mais je ne vais plus te faire souffrir. Tu Dieu vas merci. rester là jusqu'à Dieu ce que tu merci. finisses. Donc, c'est là, à Boaké, que je vais faire la 6e, et cela jusqu'en terminale, où je vais passer donc le bac, mais pas n'importe quel bac. Est-ce que nos enfants ont entendu parler de ce qu'on appelait l'année blanche en Côte d'Ivoire? Ah, ok. C'est l'année où nous devions passer le bac qui a eu l'année blanche. Donc, on va perdre quelques mois. Ah oui. Et une fois qu'on reprend, on va passer le bac. Et Dieu merci, cela va marcher. Et voilà comment je vais me retrouver maintenant à Abidjan. Mais cette fois-ci, sans papa, qui continue de tourner avec mes petits frères. Mais moi, je vais être plus sédentaire en étant à l'internat déjà à Boaké. Et c'est seulement quand je vais arriver à Abidjan que je vais quitter pour la première fois, je veux dire pour une grande période, pour une longue période, les parents. Et là, c'est toute une autre histoire quand je vais arriver à Abidjan, à l'université. Non, intéressant, mais avant, j'ai eu quand même quelques infos là. Je pense que le CEP, c'était à quoi? À 9 ans et demi, non? Oui, je pense. Mais On avait ce qu'on appelait la série spéciale. Donc la série spéciale, c'était pour, je crois, que ceux qui avaient un âge en dessous de 10 ans, je pense. Donc, série spéciale, ça veut dire que j'étais autour de 9 ans quand je passais l'entrée en 6e, effectivement. Wow. Et le bac à quel âge? Le bac, je pense que c'est entre 16 et 17 ans, parce que pour la petite histoire, j'arrive à l'université d'Abidjan, chimie, biologie, géologie, CBG. On commence les cours, hein, et après, il faut remplir les formalités pour l'inscription. J'arrive et on me dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas vous inscrire. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait avoir 18 ans. Donc, ça veut dire que quand je rentrais en CBG, j'avais moins de 18 ans. Il fallait repartir à Boaké vers les parents pour avoir une autorisation parentale afin de pouvoir s'inscrire. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. C'est l'excès de vitesse. Bon, peut-être. Effectivement, j'ai peut-être un peu fait les choses très tôt. Très tôt, justement. Mais apparemment, c'est quelque chose qui te reste collé à la peau. Parce que... à 17 ans déjà à l'université CBCG, pardon, CBG, pardon, c'est ça? Oui, c'est CBG. Voilà, CBG. Donc déjà à 17 ans à l'université CBG, chimie, biologie, géologie, etc. Et comment est-ce que tu atterris finalement à ce qu'on appelait à l'époque IAB. IAB au départ. C'est ça. C'était IAB au départ. Petite historique, hein, avant qu'on ait l'appellation Institut national polytechnique, il y a eu des étapes. Hein. Il y a eu les grandes écoles d'Abidjan, plus l'IAB de Boaké, qui ont été fusionnées pour donner naissance donc à l'Institut national polytechnique. C'est cela. Mais là, ils étaient déjà à Yamoussoukro. Oh, oui. Je pense que c'était un peu dans la vision de l'État de regrouper ces écoles-là. Donc, l'IAB avait déjà été transféré à Boaké. Nous étions à cheval. À Yamoussoukro, pardon. Et nous étions à cheval parce que je crois que la promotion 16 a dû commencer à Boaké et terminer à Yamoussoukro. Okay. Et donc, comment est-ce que j'atterris là? Je rentre à l'université dans une période qui n'était pas, disons, une période très gaie. Hein, on va dire quoi, les années 80, les 91, 92. Ouais. Et vous imaginez un enfant que j'étais encore, qui est resté dans un milieu catholique tout le temps et qui a cette liberté-là d'arriver à l'université. Et puis, chaque fois, il y a des grèves. Oui, parce que tu es un ancien de Saint-Viateur. Voilà, un ancien de Saint-Viateur de Boaké. Et donc, je rentre dans ce carcan-là où, avec l'actualité politique, malheureusement, les cours sont tout le temps perturbés. Et j'ai mon père qui me dit, mais tu ne vas pas rester là-bas. Je te demande de passer des concours. Et c'est lui qui m'inscrit au concours d'entrée à l'IAB. Voilà. Et donc, un matin, on m'appelle, il y a le concours à passer. Pour la petite histoire, j'arrive parmi les derniers. Et je ne savais même pas que des dispositions étaient prises pour loger les étudiants et les futurs étudiants, disons les candidats, disons, les étudiants déjà à Yamoussoukro. Donc, moi, je vais dormir à la brigade de gendarmerie.
Je vais dormir à la brigade de gendarmerie. Je me présente là-bas parce que j'avais mon oncle qui était gendarme et il me dit, bon, vas-y, tu ne connais personne à Yamoussoukro, tu appelles telle personne. Et c'est de là que très tôt le matin, je pars pour passer le concours. Et c'est quand j'arrive à Yamoussoukro, à l'école, qu'on me dit, mais on a reçu tout le monde hier. Donc, les candidats au concours étaient logés. Étaient logés. Wow. De manière pas très formelle, mais je veux dire, déjà les étudiants s'organisaient. Avec une belle solidarité. Une belle solidarité déjà à l'époque. Et c'est comme ça que je passe le concours. Bon, je n'y croyais pas trop, hein, parce que déjà, je ne m'étais pas inscrit de moi-même. Ensuite, je ne m'étais pas préparé. Et je retourne, fort heureusement, les résultats apparaissent. Ben, je suis parmi ceux qui sont admis à rentrer à l'IAB. Donc, l'enfant de Saint-Viateur Boaké se retrouve à l'IAB de Boaké délocalisé à Yamoussoukro. Absolument. C'était peut-être quelque chose qui me collait déjà à la peau. Ouais. Et voilà comment est-ce que je rentre dans ce qui va devenir plus tard l'INP-HB. Wow. Et donc là, on a quelqu'un qui a vécu la transition, en fait. Oui, bien sûr. Je pense on était vraiment les éléments de la transition. Parce que quand nous sommes arrivés, on avait plusieurs directions. Ouais. Donc, on avait une direction de l'IAB. Hein, ça, c'était pendant qu'on entrait. Mais à la fin, on avait une direction de l'INP-HB. Donc voilà, on a vraiment vécu la transition et on a connu tous les changements qui sont intervenus entre-temps. Donc on a vécu un peu de l'ancienne période et aussi toute la nouvelle période jusqu'à ce que nous sortions de cet institut-là. Bah, pour nos auditeurs, c'est quoi l'IAB? L'IAB, c'est l'Institut agricole de Boaké qui, donc, d'ailleurs, cette année a sa 50e promotion qui est en train au niveau de l'INP-HB. Et qui s'appelle maintenant... qui est fondu dans l'ESA. Voilà. Donc, au niveau de l'ESA, qui est l'École supérieure d'agronomie, nous avons l'ancien IAB, l'ancien ENSA, qui y sont. Et on a donc un cycle ingénieur des techniques, qui représente un peu l'ancien IAB, le cycle ingénieur de conception, donc l'ancien ENSA. Et on a maintenant un cycle professionnel, donc il y a le master foncier professionnel, qui est aussi au sein de l'ESA. Et on a aussi le cycle qui représente dans le système LMD aujourd'hui la licence, qu'on pourrait appeler BTS ou BT, je ne sais pas trop, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais qui devrait, je pense, représenter l'aspect licence dans le système LMD. Et combien de temps tu passes dans cette école? Ben voilà, je crois que je rentre en 1993 parce qu'un événement est arrivé après notre entrée, c'était malheureusement le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vécu ça en direct à Yamoussoukro. Ouais. Et pour les enfants d'Oufoué, ça devait être vraiment... Ça devait être un moment difficile quand même, parce que beaucoup de choses ont changé après. Oui, parce que quand on dit des enfants d'Oufoué, on se comprend. Bien sûr, bien sûr. Je suis reparti à Yamoussoukro après, hein, pour la petite histoire. J'ai refait un master professionnel et j'étais en cité. Oui. Dans mon ancien bâtiment. Waouh! Pendant que j'étais à Yamoussoukro, et je crois qu'il y a quand même eu une évolution. Donc, il ne restait plus qu'on demande spécialement l'ancienne chambre. C'est cela. Malheureusement, il y avait nos enfants qui y étaient déjà et on n'allait pas déloger nos enfants pour pouvoir nous faire plaisir. Donc, c'était quand même, je crois, jusqu'en 1996. C'est là que nous avons soutenu et que nous avons quitté l'Institut. Quitté provisoirement l'Institut. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous refréquentons politique un jour, politique toujours, comme on le dit. C'est cela. Alors, donc, après l'IAB, à peine, peut-être 21, 22 ans? 22 ans oui, je pense. À peu près. Autour de 22 ans. Oui. Ouais. Autour de 22 ans, tu commences la vie professionnelle, etc. Et la première grosse entreprise où tu atterris, c'est SAPH. Oui, SAPH. Je n'ai pas dit rien que ça. Voilà. Parce que nous, les plus jeunes, parfois, on a l'impression que, comparativement à toi, on a l'impression qu'avant, c'était facile, en fait. On venait vous choper depuis l'école et tout. C'était pas évident. C'était pas évident. Parce que déjà, pour rentrer à la SAPH, je me rappelle, nous sommes rentrés le 9 juin 1997 et nous n'avons été, je crois, que 5 personnes retenues. Donc ça veut dire que c'était pas évident. Pas évident. Ça n'a pas été automatique. Hein. Dès que je finis ma soutenance, je suis contacté par un entrepreneur qui voulait faire une entreprise de production de jus. J'ai fait comme spécialité industrie agroalimentaire. Donc, je me retrouve dans ses bureaux, il me présente tous les échantillons de produits qu'il a reçus. Il me demande là, qu'est-ce que je peux fabriquer? J'ai dit, mais il faut un laboratoire. Il dit, non. Donc, c'est avec des bouteilles d'eau minérale, là, que je vais faire des dosages, je vais faire des mélanges. J'avais pas d'édulcorant et je vais prendre du sucre.
Donc, le sucre ne fond pas rapidement. Je lui présente quelque chose. Et pendant que j'étais en train de faire ces essais sur les échantillons qu'il avait, je reçois un appel. On avait une ONG, je crois que ça s'appelait Miséréor, qui travaille. Qui vient te sauver. Qui vient me sauver. Et qui me permet donc de sortir de là où j'étais, parce que je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? On m'a mis dans une chambre quelque part, ils ont tout fermé. Il fallait manipuler ces produits-là, peut-être pour ne pas avoir à vendre le secret de leur fabrication. Et tout ça. Donc quand je sors de là, je rentre, j'ai l'entretien avec l'Église catholique, parce que c'est une ONG qui travaillait avec l'Église catholique, basée donc à Goïtafla. Je travaillais sur Goïtafla, Zouenoula, Daloa. Et mon patron direct, c'était l'évêque. Ah, d'accord. Voilà, avec des religieuses qui étaient censées travailler en matière de nutrition pour aider les enfants. Et puis ensuite, la production de produits vivriers pour permettre une certaine autosuffisance alimentaire. Donc c'est là-bas que je commence. Même pas 3 mois, on avait déposé les dossiers un peu partout dans les sociétés. Et un matin, je reçois un coup de fil pour dire qu'on a des entretiens à Abidjan. Et c'était la SAPH. Wow. Voilà comment je prends la voiture de service que j'avais. Vous imaginez, je venais de commencer, on me donne une Pajero. Non. J'avais jamais fait plus que les limites de Yamoussoukro en voiture. Wow. Mais là, il fallait sortir de Daloa et venir à Abidjan pour des entretiens. Je demande la permission, on m'autorise à venir avec la voiture. Et c'est en route que je reçois encore un autre coup de fil pour dire que j'ai un entretien au Bénet. Dis donc. Donc, dans la même semaine, à 2 jours d'affilée, je passe le test d'entrée à la SAPH, au siège de la SAPH, qui était anciennement à l'immeuble Les EVA, pour ceux qui connaissent bien le plateau. Oui. Et 2 jours après, je pars à Abengourou pour passer le test d'entrée au Bénet. Je finis ce périple-là, je rentre, et alors que j'étais très fatigué, parce que quelqu'un qui n'avait jamais conduit autant était très fatigué, le même jour où j'arrive donc à Zouenoula, dans l'après-midi, on m'appelle pour me dire que la SAPH me redemande de revenir sur Abidjan, parce que l'entretien aurait été concluant, nous devons commencer. Wow. Avant d'arriver à Abidjan, comme précédemment, on m'avait appelé pour le test d'Abengourou, le Bénet aussi m'appelle pour me dire que ça marchait. Alors, donc... Qu'est-ce qu'on fait? On lance à pile ou face ou on fait non, le choix a dû se faire très rapidement. Ah oui? Simplement parce que mon papa était sur un projet qui dépendait du Bénet. Le plan foncier rural. Je n'ai pas fait foncier après par hasard aussi. Hein. Et donc, si je rentrais au Bénet, il y avait de fortes chances que je devienne son patron. Il y avait, je crois, 2 ou 3 villes dans lesquelles il y avait Béoumi, il y avait Koro Katiola ou une autre ville où les projets avaient. Et même si je n'étais pas affecté directement dans la ville où il était, d'une manière ou d'une autre, je devenais son supérieur hiérarchique parce que mon père était assistant des productions végétales et animales. Et en tant qu'ingénieur des techniques, c'était pour venir occuper un poste de chef d'équipe au projet. Donc là, j'ai dit, je fais le choix. Parce que de ce qu'il m'a appris lui-même, si je suis très intransigeant, on dira, ouais, ces enfants-là, ils ne sont même pas sérieux, ils ne respectent pas son père. Et si vous laissez aller, on dira, comme c'est son papa, c'est cela. Donc, dans l'un ou l'autre des cas... et techniquement, même pour l'entreprise, ça deviendrait compliqué après. Voilà. Et voilà comment je choisis de rentrer à la SAPH. Et donc, le 9 juin 1997, je pose mes valises à Dabou pour rentrer à la SAPH. Waouh. Et depuis lors, tes valises sont restées à Dabou. On va dire ça comme ça. On peut le dire. J'étais parti après de Dabou, mais j'ai été obligé d'y revenir, malheureusement, parce que toujours les événements politiques ont fait que la ville où je voulais m'installer, qui était naturellement Bouaké, avait connu la guerre, et j'ai dû sortir de Bouaké à pied. Et donc, je n'avais d'autre choix que de m'installer pas loin d'Abidjan, où ma famille avait été délocalisée. Non, mais c'est très intéressant cette histoire, Valérie, parce que là, c'est pose des valises à Dabou, et d'une façon ou d'une autre, ironie du sort, te retrouves à revenir à Dabou. Et depuis combien d'années maintenant que tu es là? Disons que je suis revenu m'installer en 2005. Parce que quand je suis sorti de Bouaké, j'étais déjà affecté à San Pedro. Et au lieu de revenir à San Pedro, puisque ma famille était revenue sur Abidjan après les événements pour s'installer, j'ai cherché à trouver un logis pas loin pour que quand je descende chaque mois de San Pedro, je puisse venir rencontrer la famille. Donc voilà comment est-ce que je reviens m'installer à Dabou. Et ironie du sort, ça ne fait pas 2 ans, on me réaffecte à Dabou. Je quitte San Pedro pour venir occuper un nouveau poste
dans mon évolution à la SAPH, qui se trouve être à Abidjan, mais avec possibilité de loger à Dabou. Bah. Donc, Comme quoi, il y avait quelque chose d'écrit par rapport à Dabou. Absolument. Mais la première fois quand tu arrives à Dabou, tu as quel âge? 23 ans? Oui, je pense autour de 1997. Oui, autour de 23-24 ans, je pense quand même. Oui, autour de 23-24 ans. Et là, tu prends tes premières marques professionnelles avec la SAPH. Avec la SAPH, oui. Ouais. Et comment c'était? Bon, j'avoue que étant à l'école, j'imaginais pas que on allait pouvoir avoir des responsabilités aussitôt. Imaginez-vous l'ambiance qu'on a à l'école, etc. Je suis embauché le 9 juin 1997 et là où on m'affecte, après 3 mois de stage, je dois gérer ce qu'on appelle une section. Une section, c'est une partie d'une plantation industrielle qui fait 1500 hectares avec un village où vous avez près de 1000 à 1500 âmes qui vivent avec le matériel, avec les infrastructures, et vous êtes responsable de la gestion de tout cela. Wow. Donc, imaginez-vous sortir de l'école et venir être appelé patron, et quand on vient vous dire, matin patron, mon enfant est malade, il n'y a pas d'ambulance, on doit transporter l'enfant, vous dites, mais diantre, je suis rentré dans quoi? On m'a pas dit ça à On l'école. m'avait pas dit que c'était comme ça. Et à l'école, on m'avait pas appris à gérer ces choses-là. Ouais. Mais je crois que ça a été une très belle expérience. Parce qu'à force de forger là, on n'a pas le temps d'appeler du renfort. Ouais. Hein. Le problème se pose tout de suite, il faut pouvoir le résoudre. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on est rentré tout de suite dans la vie active. Fort heureusement avec des aînés quand même, qui nous encadraient et qui nous ont permis de comprendre tout de suite que on pouvait le faire. Ouais. Et combien de temps tu restais à la SAPH? Waouh, je pense 18 ans, 17 ans, quelque chose, parce que je suis rentré en 1997, je suis sorti en 2013. En 2013. En 2013, voilà. Wow. En 2013. 18 ans à la 18 ans à la SAPH, quand même. Wow. Cette fidélité ne se trouve plus. Hein. Je veux dire, cette durée dans les entreprises avec la jeune génération, soit dit en passant une petite parenthèse. Oui, je pense que ça a été quand même atypique, hein, parce que me connaissant, ça devrait être difficile que je dure dans une entreprise. Okay. Mais je m'étais donné, en fait, comment on pourrait dire ça, des points de repère. Et de toute ma carrière, dans tout ce que je fais, je me disais que le maximum de temps, c'est 5 ans. 5 ans. À la même place. Donc là, c'est ta théorie. C'est ma théorie, parce que je suppose que la première année dans toute entreprise ou dans toute fonction est une année de stage. Okay. À la deuxième année, on commence à appliquer ce qu'on a appris. 1 an, parce que c'est tout un cycle. Hein. Oui. Il faut pouvoir vivre tous les mois. Et quand on commence à appliquer, on a la 3e année pour maîtriser son poste. À la 4e année, un poste que vous maîtrisez, si vous y restez, vous tournez le pouce. Et donc, s'il n'y a pas d'évolution, soit dans la fonction, ou sur le plan rémunération pour vous motiver, j'estime qu'à la 5e année, là, il faut partir ou bien on devient contre-performant. En tout cas, ça, c'est ma philosophie. Absolument, on cesse d'apprendre. Absolument. Et qui cesse d'apprendre ne fait que regresser. Absolument. Donc, 18 ans de bons et loyaux services, hein, comme on dit, voilà, à SAPH. Et pendant ce temps, tu nourris quand même l'idée de te mettre à ton compte, de faire des choses par toi-même, etc. Dis-moi comment tout ça commence, d'où te vient l'idée, comment l'idée te vient pour aujourd'hui devenir, on va dire, le businessman, le businessman qu'on connaît. Bon, je pense que j'ai été inspiré en toute chose par mes parents. Le côté agricole, comme je viens de l'expliquer, vient de papa. Mais le côté entrepreneuriat, je pense, vient de maman. Ah, donc là, tu n'as rien laissé. Tu as pris... Voilà, des deux côtés. Je pense que sur le plan travail, c'est carrément maman. Okay. Pour la petite histoire, quand nous étions petits, papa avait l'habitude de nous dire une chose, c'est qu'un homme ne dort pas trop. Rappelez-vous, en son temps, on n'avait pas toutes ces chaînes avec le FM qui passe. Pour capter certaines informations, il fallait aller sur le MW et vous savez le bruit que ça fait. Mais chaque 5 heures du matin, on entend tout grisailler, papa. Et quand il a fini de capter sa chaîne qu'il veut écouter pour les informations, il rentre tout de suite dans votre chambre et puis il réveille tout le monde. 5h30, 6h. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, j'ai appris à me réveiller tôt. Et maman, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait du commerce. Elle allait acheter des ignames à Boaké qu'elle venait vendre sur le marché à Brobo. Et comme papa nous a déjà réveillés, elle dit, mais comme vous êtes debout,
allez ramasser mes ignames et puis La main-d'œuvre moins La chère. main-d'œuvre moins chère. Donc, avec des brouettes, on allait ramasser et placer. Et je pense que ça m'a donné une fibre parce que de temps en temps, on était obligé de prendre sa place. Et à force de commencer à forger, on devient forgeron. Ouais. Je me suis dit, tiens, mais on peut se faire de l'argent. Et tu sais quand est-ce que j'ai commencé, Adama? Non. En 6e. Ah oui. J'arrive à Saint-Viateur, on est à l'internat. Arrivé à ce moment, les repas deviennent monotones. Et qu'est-ce que je fais? Je demande à maman de me faire du gari. Elle fabrique du gari. Je le mets dans des sachets que j'ai dans mon petit carton. Et quand j'arrive à l'école, je commence à vendre. Donc, je réussissais à me faire 300 francs, 400 francs. Et ça devenait intéressant. Ouais. Après, qu'est-ce que je faisais de cet argent? À l'internat, les mardis, je crois, et les vendredis, on avait de la ticket poisson. Ok. Mais vous savez, il n'y avait pas assez d'oignons, c'était Ouais. pas garni comme à la maison. Ouais. Donc, moi, j'allais acheter de la tomate et du piment qu'on découpait à la manière du garba. Accompagnement. L'accompagnement. Ouais. Et arrivé à ce moment, tout le monde voulait en avoir. Je leur ai dit, c'est très simple. Chacun paye 25. Et Et moi, je vais aller acheter la garniture pour vous. Donc, à 10 heures, je sors et on me couvre. Je vais Non. au marché, je te jure. J'achète la tomate et autres et je suis dans une pièce où je découpe et je mets dans des sachets avec un peu d'huile dessus. pendant que Avec- les autres sont au cours. Pendant que les autres sont au cours. Donc, je perdais toujours 10 à 15 minutes à pouvoir le faire. Mais tu sais ce qui se passait, c'est que quand tout le monde paye 25 francs, moi, je ne payais plus rien. Bien sûr. Si j'ai 500 francs, j'ai réussi à acheter 200 francs ou 300 francs de légumes et puis j'ai 200 francs de bénéfice. Je pense que c'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas arrêté de le faire. À la SAPH, je rencontre la direction. Je leur dis, mais je vois des magasins qui sont fermés. Dans chose, est-ce que... On me dit, bon, si ça t'intéresse, que tu veux faire du commerce, tu peux le faire. Donc, je prends en location à la SAPH Ok. ces magasins. Et en son temps, nous avions une structure de vente du groupe. C'était le groupe Octi dans son temps, qui avait un distributeur au sein du groupe. Donc, on me fournit du riz, de l'huile, du savon, de la marque, Ok. vendue par notre entreprise. Oui. Et moi, je le fournis aux travailleurs et c'est prélevé à la source. Ah. Donc, du coup, Un peu comme avec nos bourses en cité, là. C'est Quand on cela. prend chez les commerçants. et j'avais un petit bénéfice sur tout ça. Ça arrangeait l'entreprise qui avait les travailleurs qui ne sortaient plus pour aller faire le marché. Ils avaient tout sur place. Et moi, ça m'arrangeait parce Et que je là? ne courais pas. C'est à la paye qu'on me sortait mon argent. Et j'avais une convention avec l'entreprise. Donc là, déjà, j'ai commencé à faire du commerce. Donc là, on est dans du... Alors, sidepreneurship, on va dire ça comme ça. Entrepreneuriat sur le côté. En ayant pour partenaire sa propre entreprise. Sa propre entreprise. Et il faut saluer donc la compréhension aussi de cette direction-là. Mais je pense que ça, il ne peut pas le permettre si vous êtes un mauvais travailleur. Effectivement. Si vous êtes un mauvais travailleur. Et c'était fait au nom de mon épouse. Je ne pouvais pas le faire directement à mon nom, mais tout le monde sait que qui dit mon épouse dit moi-même. Mais c'était fait dans les règles de l'art. Les travailleurs s'en sortaient avec un prix en dessous de ce qui était fait sur le marché. L'entreprise s'en sortait parce Avec qu'elle la location. avec la La location. location de... Et on m'octroyait un camion de l'entreprise pour aller chercher les produits. Donc c'est ce qui permettait aussi de faire la réduction de coûts. Du coup, Et tout le monde voilà. était gagnant. Et je réussissais à sortir quand même une petite marge qui a commencé à me Chapeau. donner d'autres idées en dehors de l'entreprise. Et voilà comment tout Parlons donc de ces idées-là. Alors, donc l'appétit vient en mangeant. Oui, c'est ça. L'appétit vient en mangeant et à un certain moment, je me dis, mais tiens, je ne vais pas me contenter de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais entre-temps, j'ai évolué. Oui. Et je suis à un poste où il y a beaucoup de formations qui se fait. Et je suis responsable de toutes ces formations. Tant que c'est avec des cadres, c'était facile parce que les frais de mission couvraient la totalité. Mais quand je me retrouvais à former des ouvriers, il y avait des difficultés. Vous réunissez 30 personnes pour un mois à Dabou. Les frais payés aux ouvriers en temps normal ne couvraient pas cette formation. Oui. Donc, j'avais commencé à investir dans des logements. Je rencontre encore ma direction. Je leur ai dit, si vous acceptez de payer les frais d'émission et de me les reverser, je peux loger tout le monde chez moi et puis les nourrir. Voilà comment on commence. La direction accepte de me payer à l'avance pour un mois de mission. Je ne me fais pas prier, je cours chez le Libanais d'à côté, j'achète des matelas, je lui verse la totalité de l'argent que j'ai et je lui dis le mois prochain, je paye la différence si tu réussis à me donner tout ce qu'il faut pour équiper des maisons pour loger des gens. Oh. Donc, c'est ce que je fais. Je termine les maisons qui étaient en construction et puis je loge les travailleurs. Je prends le salon qui sert de salle de formation et je commence donc, avec la femme de mon petit frère qui devient restauratrice, à faire ce service-là. Et à force de le faire, j'ai mes collègues qui commencent à se plaindre. Mais attends, Valérie, tu vas pas nous faire ça? Les travailleurs viennent nous raconter comment est-ce qu'ils sont reçus à Dabou, comment ils mangent. La qualité du Du service. service. Et toi, nous, on Oui. vient pour dormir dans des hôtels pendant qu'on est en mission.
J'ai dit, mais il n'y a que des ventilateurs. Ils disent, pas question, on vient dormir chez toi. Et donc, ils commencent à dormir naturellement pour avoir tous leurs frais de mission. Bien Je sûr. suis obligé de mettre de la climatisation. Et voilà comment je commence à transformer ces premières chambres ventilées en chambres climatisées. Ouais. Et un jour, les impôts me disent, mais monsieur, votre activité ne peut plus être une activité comme ça. Il faut que vous créiez une entreprise. Ouais. Donc, je fais la démarche pour transformer cela en entreprise. Bien sûr, étant travailleur à la SAPH, je ne peux pas avoir une société en mon nom. Donc, je deviens associé, donc un actionnaire. Et c'est donc mon petit frère qui prend la direction de cette entreprise-là pour pouvoir la faire tourner pendant que j'étais à la SAPH. Donc, autrement dit, l'impôt, c'est le voisin d'à côté là, qui t'a vu grandir et c'est à un moment donné, mais voilà, il faut commencer à passer à la caisse. C'est cela. Donc, ça t'oblige à structurer. À structurer. Donc, on commence à structurer. Et c'est comme ça qu'on crée, disons, au départ, c'était pas encore Résidence Nda. On avait créé Sopresi, qui était Société de prestation de services de Côte d'Ivoire. Donc, on avait le volet prestation de services hébergement, le volet location de vaisselle, location de voitures, etc. Et c'est par la suite que les choses vont évoluer vers un complexe hôtelier avec les règles à respecter au niveau du ministère du Tourisme, au niveau des impôts. Ben, autant bien le faire. On va donc réaménager tout pour pouvoir avoir un hôtel. Donc, en fait, avant, tu faisais du Airbnb, en fait. Exactement, c'est exactement cela. Des logements meublés, qui permettaient d'avoir certaines prestations. Mais exactement comme tu le sais à Paris, même là encore, c'est très réglementé. Oui, et nous, on n'avait pas de réglementation spécifique à cela. On rentrait dans le il fallait être, voilà, hôtellerie. Ouais. Et c'est comme ça donc que ça commence. Et autant bien le faire, on réaménage tout pour que effectivement on puisse entrer dans les normes qui puissent être, disons, permises et qui puissent permettre d'avoir l'agrément d'hôtelier. Et aujourd'hui, les résidences Nda, c'est combien de chambres? Ben, nous sommes aujourd'hui à 63 chambres. 63 chambres. Avec quand même des meublés. Ouais. Et je pense que quand on ajoute les meublés, on a quand même une capacité de logement de 70 personnes à 80 personnes, je pense. Et combien de salles de formation? Bon, en termes de salles de formation, nous en avons, je crois, autour de 5 ou 6. Ouais. Et nous avons la plus grande salle événementielle de Dabou. Ouais. Une salle qui peut contenir en style conférence 600 personnes climatisées. Et en style gala, entre 350 et 500 personnes, je pense. Une chose est sûre, et ça je le dis pour ceux qui nous regardent, on mange très bien. Bon, si tu le dis. J'ai encore le souvenir de notre dernier passage. Merci encore. Merci. Franchement, c'était mémorable. C'était mémorable. Donc aujourd'hui, il y a cet hôtel-là, la résidence Nda, mais à côté... Continue ta passion dans l'agro. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est mon cœur de métier. Avec une entreprise qui fait du conseil, de l'accompagnement. Ouais. Dis-moi un peu. OK. Donc, dans mon évolution à la SAPH, comme je le disais, à un certain moment, il fallait faire beaucoup de formations. Et avec la direction d'antan, on avait pu signer même une convention avec l'INPHB où nous partions sélectionner des étudiants. Par an, j'avais un budget qui me permettait de prendre en formation 20 étudiants. Donc, j'en prenais 5 au cycle ingénieur agronome, 5 au cycle ingénieur de technique, 5 à l'INPRAT d'Adzopé, 5 à l'école d'agronomie d'Abengourou et 5 à Bingerville. Et ces personnes-là étaient logées dans mon hôtel, payées par l'entreprise. Et ça nous permettait de les former sur tout l'itinéraire de l'EVA, de manière à ce qu'on ait un vivier. Et aujourd'hui, je suis bien content de voir que tous les grands responsables de la SAPH qui tiennent bien cette boîte aujourd'hui soient issus de cette pépinière-là. Je pense que la plupart des chefs de service et de chefs de département, il n'y en a que 2 qui sont de ma promotion, qui sont encore là. Tout le reste, c'est ceux qui sont issus de ce vivier-là que nous avons pris directement à l'école. Intéressant. Donc, du coup, tu as recyclé, en fait, cette activité que tu faisais déjà. Que je faisais déjà à la cabinet aujourd'hui, qui est international et qui accompagne des projets de développement dans des pays... c'est cela. En Afrique, voilà. Bon, Côte d'Ivoire, ça c'est ton champ, on va dire ça comme ça. Voilà. Et cette activité te permet vraiment justement de rester toujours en contact avec ta passion première, qui est l'agro. Mais je pense qu'en fait, tous tes business sont liés à tes passions. Oui, parce bien qu'en sûr. fin de compte, en fin de compte, je vois qu'il y a un fil conducteur
dans tout ce processus-là. Le volet business, inspiré par la maman, etc. Et puis, en tout cas, pour nous qui avons été dans les résidences Nda, le sens de l'accueil est là, le sens de l'hospitalité est là. Enfin, j'ai encore l'impression que tu ne le forces pas, en fait. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Parce que tu sais, tu mentionnais tout à l'heure mon passage à la SAPH. C'est vrai que je suis plus dans cette boîte, mais je pense que toute mon âme a été forgée dans cette boîte. En dehors de l'INPHB et du Collège Saint-Viateur qui m'ont inculqué les premières bases de vie, mais très souvent de manière théorique, de manière pratique, l'application de ce que j'ai appris dans ces deux milieux-là s'est fait à la SAPH. Et là-bas, j'ai trouvé des personnes vraiment inspirantes. Et ces personnes-là nous ont aidés à grandir, tant dans la tête que dans la manière de faire. Et c'est dans le fil des activités qui nous ont été confiées, des responsabilités, qu'on a trouvé à faire racine dans toutes ces activités-là. Je disais tantôt qu'on faisait de la formation. Et arrivé à un certain moment, je voyais ce qu'on glanait comme argent avec les formations liées à la filière. Mais la politique de l'entreprise, à un certain moment, était de ne pas forcément prendre en compte ces possibilités. Mais je trouvais dommage qu'on ait un marché. Il y avait un marché. Mais l'entreprise se disait, on n'est pas un cabinet de formation. Voilà, c'est pas notre secteur. C'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous de faire ça. Wow, l'opportunité. Le coup d'œil. Le coup d'œil. Entreprise, c'est une idée. L'idée, c'est quoi? Pouvoir combler un besoin qui n'est pas comblé. Ou bien qui est mal comblé. Et quoi de plus naturel que de faire ce que je savais faire? Et voilà comment je crée l'entreprise, toujours sous la coupe de mon petit frère qui est un tel directeur. Et puis, on commence à remporter des marchés. Et c'est ces marchés-là qu'on a continué à entretenir une fois que nous sommes sortis de la boîte et qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de temps et qu'on travaille 48 heures sur 24. 48 heures sur 24. J'aime bien l'expression. Donc, en réalité, en fait, quand je regarde, c'est toujours avoir senti qu'il y avait une opportunité quelque part. Absolument. Dans le but de satisfaire un besoin. C'est-à-dire que c'est d'abord, j'ai failli dire même un peu social en fait. Les gars arrivent, ils ne savent pas comment se loger, c'est compliqué. Donc, je vais offrir ce service de logement. Au fur et à mesure, ça donne les résidences Nda aujourd'hui, près de 70 chambres, etc. Et l'autre pour la formation, tu dis, mais pourquoi on ne fait pas de la formation? Non, ici, nous, on plante, on exploite, on vend. On ne fait pas de la formation. Tu dis, tiens, ça serait bien de développer quelque chose à côté. Aujourd'hui, ça devient ce cabinet qui fait de la formation sur tout le cycle de l'EVA ici et qui accompagne aussi les entrepreneurs, ceux qui viennent investir dans ce secteur-là, en Côte d'Ivoire et partout dans l'Afrique et tout ça. Alors, quand on entend ça, on a l'impression que ça a été facile, en fait. Parce que quelqu'un qui a le CP à 9 ans et demi, qui a le bac à 17 ans, qui rentre dans une école prestigieuse, qui rentre à SAPH, qui avait le choix entre deux grosses sociétés, etc. Et puis, qui part de la SAPH, parce que, moi, j'ai l'info, avec un départ négocié, avec un gros chèque. On s'est dit, non, mais il fallait que je dise ça. Oui. Mais on s'est dit, ça a été simple pour le gars, quoi. Voilà, il est parti avec plein d'argent, donc il a monté son hôtel, etc. Mais là, tel que tu racontes, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et je suis sûr qu'il y a eu des péripéties. Oui, tu fais bien de le dire, hein, Adama, parce qu'on a certaines fois une vue simpliste de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Hein. On a de l'argent, on investit et puis ça va marcher et ça va donner. Mais non, si on devait compter le nombre de fois qu'on est tombé... Je ne sais pas si je pourrais m'en rappeler. Je donnerai peut-être une anecdote tout à l'heure sur le nombre de fois où on a eu des difficultés. Je vais te dire que dernièrement, l'année dernière, le temps, il y a 2 ans, avant la CAD, le temps de finir le dernier bâtiment, j'ai été obligé de vendre 3 de mes véhicules. Waouh. Pour finir le dernier bâtiment, 3 véhicules personnels. 3 véhicules. Ouais. Pour pouvoir payer les travailleurs. Parce que dans la construction, à la phase de finition, un entrepreneur véreux est parti avec les sommes qu'on avait payées qui devaient permettre de faire les finitions. Donc, pas de bâtiment, pas donc de possibilité de travailler, mais des travailleurs qui sont embauchés qu'il faut payer. Qu'est-ce que l'entrepreneur fait? Je continue de rouler dans une voiture pendant que chaque matin, des travailleurs sont là et n'ont pas de salaire. J'ai dû vendre les voitures et je suis allé prendre un prêt personnel. Pour compléter. 35 millions. Pour finir. Pour permettre de faire fonctionner. Mais le temps que je finisse, la canne était terminée. Donc, ce pourquoi je voulais finir le bâtiment, je n'ai pas pu le faire.
Non, non, on va refaire une canne ici. Vous Pourquoi comprenez? tu te rattrapes? Donc, vous finissez un investissement au moment où ce pourquoi vous vouliez le faire pour pouvoir avoir un début de retour d'investissement est terminé. Ouais. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas que je pourrais soulever, la période Covid. Oui. Vous finissez de réaménager tout votre hôtel. Au moment où vous devez commencer à fonctionner, on vous dit qu'il faut fermer tous les hôtels. Mais vous avez des travailleurs à payer. Vous faites comment? Chaque matin, on vient vous dire bonjour, monsieur. Oui, c'est vrai qu'on est une famille dans mon entreprise, mais il fallait pouvoir payer ces gens-là. Et un entrepreneur doit pouvoir se dire, c'est vrai qu'on cherche de l'argent, mais c'est d'abord des hommes qui travaillent. Et là, le peu que je gagnais avec mes missions hors hôtellerie, c'est ce peu-là que nous avons partagé pour pouvoir tenir le coup. Mais croyez-moi, ce n'est pas des périodes où si on n'a pas d'ambition ou si on n'a pas une vision claire, on peut tenir. Donc, rien que ces deux exemples qui sont les derniers. Mais imaginez-vous au moment où on commence, où on vous commande une salle avec des repas, vous partez rapidement faire un marché pour prendre 1 million de francs pour la semaine. À la dernière minute. Et puis à la dernière minute, on vous dit, monsieur, excusez-nous, mais la formation n'aura pas lieu. Et à 8 heures, au dernier moment, on est en train de faire ça dans une salle publique quelque part là-bas parce que quelqu'un a trouvé des femmes pour préparer et avec votre proforma a pu avoir l'argent sorti. Et sans... Bon, qu'est-ce que vous faites de toute cette nourriture? Vous faites quoi? Vous allez le poursuivre pendant combien de temps? Le temps de finir la poursuite, vous avez dépensé 5 fois plus et vous n'aurez pas forcément de gain. Bon, il y a des petites anecdotes comme ça, mais après, c'est ce qui forge le caractère et c'est ce qui permet d'être la tête froide et de comprendre que c'est tout un investissement. Mais au-delà, la seule chose qu'il faut faire, c'est de bien regarder son marché. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans l'hôtellerie que vous réussirez dans l'hôtellerie. Exactement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans le transport que vous réussirez dans le transport. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte qui ne sont pas forcément les calculs économiques et ce que nous avons appris à l'école. Il faut être pragmatique. Ouais. Et justement, il faut être pragmatique. C'est ce qui m'emmène à te poser cette question. En sortant de la SAPH, il y avait d'énormes possibilités d'aller ailleurs. Oui. Mais je vois que la fibre entrepreneuriale qui était là, existante, qui était déjà même mise en pratique, t'a permis en fait de choisir d'une voie. Oui. D'accord. Et mais aujourd'hui, avec le recul, si tu devais prendre une décision, est-ce que tu prendrais la même décision? Sans réfléchir, je dirais oui. Absolument, c'est vrai. Je suis plus fatigué qu'avant. Je pensais que travailler pour soi me donnerait plus de temps, mais je me rends compte que je travaille 2-3 fois plus qu'avant. Mais la satisfaction pas derrière, c'est que ce qu'on gagne, c'est pour nous-mêmes. Et très malheureusement, bon, c'est dommage de le dire, mais c'est pas évident que l'entrepreneur puisse profiter lui-même de ce qu'il gagne. Mais c'est tout un plaisir de savoir qu'on peut faire vivre sa famille, sa femme, ses enfants de manière très correcte et que de temps en temps, on puisse quand même les retrouver et puis en bénéficier un tout petit peu. Sinon, effectivement, quand je sortais de la SAPH, avant même que je prenne mes bagages, j'avais au moins 4-5 propositions. Ce pourquoi ma hiérarchie directe était informée. Parce que j'ai quand même le sentiment que la loyauté est quelque chose de très payant. Et ça m'a quand même permis d'avoir des augmentations de salaire. Je me rappelle qu'une fois qu'une société de la place avait essayé de me sortir de la SAPH, je suis allé rencontrer mon directeur, je lui ai dit, voilà la proposition, 4 sur table. Tu sais ce qu'il m'a dit, Adama? Il a dit, je ne pourrai jamais te donner cet argent. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'avec moi, tu auras plus de formation. Et en plus, si tu sors maintenant, tu vas rater des opportunités qu'on est en train de préparer. Mais c'est vraiment alléchant. Tu as le choix et quel que soit ton choix, je respecterai. Et avant de sortir du bureau, il m'a dit, je peux te faire une augmentation de 250 000 francs. C'était son maximum. C'était son maximum. Je ne suis pas sorti de la salle, je lui ai dit, monsieur, je reste. Parce que avoir un directeur avec qui on pouvait parler de cette manière-là, ça n'existe pas toujours. On fait tout en cachette. Mais moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de faire. En général, un bon patron, un bon manager aime qu'on lui dise la vérité. Il aime qu'on lui présente les situations telles qu'elles sont et il prend toujours ses décisions en respectant aussi le fait que vous avez été loyal. Et je pense que à la SAPH, c'est la chose qui m'a le plus aidé.
Oui, et justement, quand tu parles de cette loyauté, j'imagine arriver là à 23 ans, avoir d'énormes responsabilités, rester là pendant 18 bonnes années, c'est aussi parce que dans l'environnement, tu avais la possibilité d'avoir ces aînés, ces mentors, des gens qui ont aidé en fait à guider un peu ton parcours. Oui, absolument. Voilà, aujourd'hui, le contexte est pareil. Hein. On a des jeunes qui sont ingénieurs à 21 ans et tout. Donc à l'époque, avec le recul que tu as aujourd'hui, quelles sont les 2 ou 3 choses qui t'ont permis en fait de bien commencer ta carrière, hein, même en sortant assez jeune? Oui, cela va m'amener à citer des personnes. Hein. Je pense que mon premier chef de culture, Monsieur Akabois Victor, qui est aussi ingénieur des techniques agricoles, a été quelque chose dans mon caractère. Quelqu'un de très doux, mais de très caractériel. Comme je le disais lors d'une émission qui peut passer de 0 à 5 km/h. On peut être en train de discuter comme on discute là et puis il pique une colère pas possible parce qu'il pense que quelque chose n'a pas été bien fait, mais que ça n'a pas été bien fait pas parce que tu ne pouvais pas le faire, mais parce que tu as été négligent. Et lui, il m'a donné du caractère. Et je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup inspirant pour moi. Il a déjà, d'ailleurs, même été mon témoin de mariage. Donc, c'est pas n'importe... ouais, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est quelqu'un qui compte. C'est quelqu'un qui compte. Et ensuite, je parlais tantôt de mon directeur, qui est un Belge, qui vraiment a été pour nous et pour beaucoup, je pense que pendant que je parle, tous ceux qui sont de l'INP, qui ont fait la SAPH, reconnaîtront la personne, qui a été pour nous quelqu'un qui nous a permis d'éclore et qui nous a donné notre chance. C'est quelqu'un qui, lors de la présentation d'un projet à la direction, il dit « accompagnez-moi ». Et quand vous arrivez, il dit « rentre dans la salle avec moi ». Et en plein conseil de direction, il dit « bon, explique tout ce que tu as fait ». Wow. Et quand tu finis d'expliquer, il dit au DG que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est lui qui l'a fait. Et ça va donner en fait le mérite à la personne qui avait fait le travail. Et donc, il peut dire « même Nda, vous êtes où? Est-ce que demain ?» J'ai dit « monsieur, je serai là ». Parce qu'à tout moment et à toute heure, on était prêt à travailler pour lui. Et j'ai même travaillé pour lui parce que quand il est parti d'ici, il était DG au Nigeria. Il m'a demandé de venir occuper un poste. Je lui ai dit que je ne pars pas au Nigeria. Wow. Il m'a dit, dans tous les cas, tu travailleras pour moi un jour. Et ça n'a pas manqué. 4 ans après, j'ai été conseiller du DG au Cameroun pendant 3 ans, où je partais chaque 3 mois parce que j'ai refusé de quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai dû là-bas conduire des projets importants. Ça m'a permis de gagner de l'argent, mais de gagner aussi en expérience et de commencer mon expérience internationale. C'est-à-dire, sans être présent, il a quand même validé le poste. Le poste. Sachant que tu ne peux venir que chaque 3 mois. Voilà. Et donc, j'ai eu un accompagnement à distance et ça permet d'avoir de très bons résultats jusqu'au point où, à la fin de ma mission, un jour, le ministre de l'Agriculture au Cameroun devait faire une visite pour la première fois depuis, je ne sais pas, près de 50 ans, dans l'entreprise, qui était une entreprise d'État au départ. Il m'a fait venir de la Côte d'Ivoire spécialement pour présenter un projet à monsieur le ministre. Wow. Donc, imaginez quel genre de personnes c'était. Et c'est des personnes qui ne peuvent que nous marquer pour toujours. Ouais. Donc, il y a cette personne-là. Et puis, bon, voilà, chemin faisant, il y a tous les collègues, tous les aînés que j'ai trouvés, dont je suis devenu à la fois le chef de département, mais qui m'ont accompagné en tant que petit frère et qui ont dit, tu peux y aller, vas-y, on te soutient. C'était pas évident d'avoir un cadet qui vient, qui fait ses premiers pas et qui après devient votre chef de département alors que vous êtes plus ancien à l'école que lui, vous êtes plus ancien dans l'entreprise. Donc, c'est un hommage en même temps à tous ces aînés-là qui m'ont accompagné et avec qui je travaille aujourd'hui en bonne intelligence pendant qu'ils sont à la SAPH et pendant que mon entreprise audite la SAPH en matière de conseil agricole. Ah, donc, en fait, il y a une vraie histoire là. Il y a une vraie histoire. Donc, je rencontre tous mes collègues, je rencontre mes anciens stagiaires qui sont aujourd'hui les chefs de secteur et imaginez la symbiose qui se crée quand on se rencontre. Je peux citer M. Ndaemé qui me disait par exemple que le DG de la SAPH demande toujours après nous parce que l'actuel DG de la SAPH a été mon directeur quand il était directeur des productions agricoles. Donc c'est dire que il y a toujours cette bonne relation. Et imaginez que si vous aviez quitté une entreprise de la mauvaise manière, c'est pas sûr que même le DG clairement pour toi, donc clairement pour toi, la qualité de la relation. La qualité de la relation, c'est quelque chose qui compte. Au-delà de tout ce qu'on a comme compétences et autres, si on ne sait pas être... moi, je parle toujours d'attitude, d'aptitude et de connaissance. Donc, si on ne sait pas mettre ces 3 choses-là ensemble,
Vous pouvez être très fort, Ouais. mais votre attitude peut faire que vous n'aurez pas une bonne carrière. Et je pense qu'à la SAPH, toutes ces personnes-là m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui et qu'on essaie aussi de faire bénéficier à nos petits frères. Super. Pendant qu'on est en train de partir vers la fin de cette émission qui pour moi est passée beaucoup trop vite, Ouais. j'aimerais que tu essaies de te souvenir, quel est le conseil que tu as reçu et de qui tu l'as reçu. Ça peut être justement un aîné, un patron, un mentor, mais qui en fait a littéralement fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Quelque chose qui t'est resté vraiment et qui a complètement influencé ta façon d'être. Bon, sans cligner aussi de l'œil, hein, je pense que je peux citer mon père, paix à son âme. Oui, Parce je qu'il sais m'a qu'il a dit- une très bonne influence. Voilà, il m'a dit il n'y a de valeur que l'homme. Il n'y a de valeur. Que l'homme. Ah. Donc, tu peux tout faire, mais tu n'es rien si tu n'as personne à côté de toi. Et je pense que c'est ce qui a guidé toute ma vie. Hein, parce que tu peux avoir raison. Et ça, je me rappelle sur son lit de mort, je le dis comme ça, au moment où il sentait qu'il allait partir, il m'a dit, tu sais, autant je t'ai donné des conseils, autant tu m'as donné un conseil qui m'a permis, moi, de tenir. Moi qui suis ton père. À chaque fois que j'ai eu des histoires avec des frères, avec des amis et autres, tu m'as posé la question de savoir, papa, à quoi ça te sert d'avoir raison? À quoi ça te sert d'avoir toujours raison? Si tu es le seul qui a toujours raison, tu auras donc tout le monde contre toi parce que tu as toujours raison. Autant ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Et ça rejoignait ce que lui-même m'avait déjà dit, Ouais. il n'y a de valeur que l'homme. Ouais. Il faut savoir pardonner, il faut savoir être dur avec le problème, mais pas être dur avec les personnes. Si on réussit à dissocier les deux, il peut y avoir un contexte qui fait qu'on parle à quelqu'un aujourd'hui, mais une fois que ce contexte, on n'est plus là-dedans, il devient un être humain, il devient quelqu'un avec qui il faut commercer, comme si la situation n'avait jamais existé. Wow. Ça, Donc c'est c'est bien ce dit. conseil-là, je pense. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup. Oh, c'est émouvant en plus. Ah ben, bien sûr. Bel hommage, bel hommage. Ouais. Et que Dieu fasse qu'on soit de parents exemplaires aussi pour nos enfants. Absolument, on essaie. Et comme tu le disais, en tant que Polytech, on vit sur le campus, on va dans les salles de cours, on rencontre des gens, on fait plein de choses, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire et tout. C'est ça. Mais quels sont les 3 mots, si tu devais résumer ton parcours à l'INP en 3 mots? 3 mots. Qu'est-ce que ça serait? Bon, je pense que quand on parle de l'INP, il y a des choses qui viennent tout de suite. Ouais. Je pourrais dire RER, RER. OK. respect, Respect. OK. excellence. Excellence. Et le troisième R, responsabilité. Wow. Respect, excellence et Responsabilité. Donc, on invite les gens à prendre le RER, c'est ça? Emprunter le Le A RER. ou le B, je ne sais pas. Vous le faites En tout apprécier. cas, Ça dépend de où ils veulent aller. Emprunter le RER. Oui. Donc, respect, excellence Responsabilité. et responsabilité. Tout acte qu'on pose Doit... a des répercussions. Il faut se poser la question de savoir, Ouais. même si j'ai raison, est-ce que je pose cet acte-là? Si je pose cet acte, quel est son impact et qu'est-ce que je gagne, même si j'ai raison? Ouais, puis Est-ce que je ne peux pas me taire pour une fois et faire en sorte que quelqu'un ne soit pas détruit? Parce que l'homme doit être au centre de tout. Donc, responsabilité. Plus on a de la force, plus on doit mesurer les actes qu'on pose. Ouais. Parce que l'acte que vous poserez, Adama, vous, aura plus d'impact que l'acte que votre enfant va poser. Ouais. Donc, il ne faut pas se comparer, on n'a pas la même force. Il faut avoir de la responsabilité dans ce qu'on fait. Comme quoi, plus grand pouvoir, plus grande responsabilité, plus grande autorité, plus grande responsabilité. Absolument. Waouh, quelle inspiration. Bon. Alors, ici, on va passer maintenant au tirage au sort d'une question Mais tu magique. m'as jamais dit qu'il y avait quelque chose comme ça. Ah, ça, c'est une affaire de Diane, tu connais la présidente. C'est elle qui a dit ça. Ok. Tu vois, elle est trop créative. Donc là, normalement, tu vas juste tirer au sort. Et Oui. c'est la question mystère. Tu vas répondre à la question mystère. Mais Il avant... n'y a pas de joker. Non, zéro joker. Ah bon? Zéro joker. Mais avant, si on doit accueillir quelqu'un d'autre ici, dans notre podcast, Oui. Made in INPHB INPHB. Alumni, Oui. ça serait qui? Waouh. Je peux donner deux noms? Oui, bien sûr. Invitez M. Traoré Faraban. Ok. M. Traoré Faraban, qui, pour les jeunes de l'INPHB, peut être aussi quelqu'un d'inspirant, D'accord. qui est un modèle et qui est quelqu'un qui croit beaucoup
en l'aide que les aînés peuvent apporter aux cadets. D'accord. Et la deuxième personne, excuse-moi de rester dans mon domaine agronomique, qui est celui que je connais le mieux. Il n'y a pas de quoi. Je penserai aussi à M. Ndiaye Oumar, l'actuel directeur exécutif du FIRCA. Oui, qu'on a déjà rencontré. Oui, ouais. et je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi apporter beaucoup de choses. Déjà, de par le positionnement qu'il occupe, mais de par déjà le charisme qu'il incarne. Il a aussi été quelqu'un qui m'a accompagné. Parce que quand je commençais à sortir de la SAPH, il était chargé de programme au FIRCA jusqu'à ce qu'il occupe aujourd'hui le poste de directeur exécutif. Et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Et je crois qu'il a été aussi inspirant. Donc ces deux personnes-là, je pense, peuvent être des personnes qui nous apportent encore. Parce que s'ils passent, je reste entièrement pour écouter cette émission-là. Et je pense que je vais la répéter plusieurs fois. Donc, vous qui regardez, prévenez-les. Ouais. On les aura ici, si Dieu le veut. Absolument. Alors, donc, je te laisse tirer ta question mystère. Oh, le temps, on mélange, etc. Bon, et tout. Tu sais, mélanger ou pas, ça devient aléatoire. Donc, on va tirer. Gars, je te donne ou je lis quelque chose? Tu liras. Je lis. Wow. Vous souvenez-vous des numéros de chambre que vous avez occupés sur le campus de l'INPHB? Ah ouais. Résidence 10, chambre 73. Résidence 10. C'est la seule chambre que j'ai occupée du début jusqu'à la fin. Wow. Résidence 10, chambre 73. Et je profite pour dire que j'invite celui qui... L'occupant. L'occupant à me contacter. Belle surprise pour lui. Résidence 10, chambre 73. Alors, donc, si l'occupant de cette chambre-là suit l'émission, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le réseau INPHB Alumni, parce que vous avez un dévancier qui est passé par cette chambre qui lui a apporté sans doute beaucoup de chance. Et il aimerait vous rencontrer. Il a une surprise pour vous. Je vous rappelle qu'il est le propriétaire des résidences Nda, 70 chambres dans Dabou, là. Et il a une entreprise qui fait du conseil agricole dans toute l'Afrique. C'est pas un petit monsieur. Donc, à votre place, je vais me dépêcher de rentrer en contact avec lui. Écoute, Valérie, le temps est passé tellement vite. Très vite. Je ne pensais pas que ça passait aussi vite. Et franchement, que te dire? Merci infiniment. Merci. On n'a même pas eu le temps de parler de l'aspect associatif, mais déjà, je vais te dire merci. Je vois l'apport que tu as sur cette organisation en tant que vice-président, l'engagement que tu as pour l'association, et c'est franchement fabuleux. On se rappelle encore de ton invitation à Dabou. Ceux qui ont raté, ont raté. Nous, on a fait les emporter. On a mangé ça sur 2 jours. C'était juste waouh. Au-delà de ça, j'ai vu tes interactions avec ton personnel. Et franchement, les mots que tu dis aujourd'hui, ça résonne vraiment dans l'expérience, le peu de temps qu'on a passé aux résidences Nda. Et au-delà de ça, tu vois, cette facilité à partager, cette générosité d'âme. Et je pense que c'est ce que tu as essayé de donner. C'est juste un aperçu que tu as essayé de donner au cours du temps qu'on a passé ensemble. Mais en tout cas, pour le reste, de l'inspiration à Dabou. Absolument. Parce que là-bas, c'est le meilleur endroit, on est reposé. Absolument. Alors, il y a la bonne bouffe et puis on a le temps de parler sans regarder les heures, sans craindre l'embouteillage d'Abidjan. Et juste ça, c'est un mot pour te dire encore merci pour tout, pour avoir accepté de venir ici. On en profite aussi pour saluer la famille, les 5 enfants. Ah oui, bien sûr. Tu sais que j'ai tout fait tôt, donc les enfants aussi. Et attention, je suis maintenant général 5 étoiles parce que je viens d'avoir mon 5e petit-fils. Wow. 4 petites filles plus un petit-fils. Donc tu vois que tout est parti tôt. Mais quelle affaire d'aller vite comme ça? C'est pas de ma faute. Franchement, c'est pas de ta faute. Donc 5 enfants, 5 petits-enfants. Et même pas encore la retraite. Non. Encore du temps. Mais je pense qu'on va prendre quand même une retraite en étant un peu plus posé parce qu'on a beaucoup de cadets qui viennent et qui tiennent déjà la barre haute et il faut leur donner la place. Il faut leur donner la place. Ouais. Chers amis, chers Polytech, c'était Adama Goro et Valérie. Il dit c'est Kwame Nda, pas Nda Kwame. Voilà, Valérie Kwame, Kwame Nda. C'est ça. Voilà, sur le podcast Sillon et Vision qui a pour but d'utiliser le parcours des anciens pour éclairer la route des plus jeunes. Et j'espère que nous avons pu, dans une certaine mesure, vous donner l'inspiration pour continuer à rêver, pour continuer à avancer, pour continuer à
exploiter votre potentiel en vous disant que nous sommes sur une terre d'opportunités et que toute opportunité peut devenir quelque chose de grand plus tard. Et je pense que dans l'exemple de Valérie, c'est vraiment cela qu'il nous donne aujourd'hui à méditer, à se dire qu'on est des acteurs à tous les niveaux du développement de notre pays, que ce soit en entreprise, que ce soit en tant qu'entrepreneur. Et on a vraiment pris plaisir à l'écouter aujourd'hui. Merci encore infiniment. Bon retour à Dabo. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine fois avec d'autres invités tout aussi inspirants. Merci beaucoup et à bientôt.